Il y a un générique. On est dans la coupure pub, il y a un jingle dans une seconde. Ça va commencer. Rebonjour à toutes et à tous. Ce matin, on a déjà réinventé la presse écrite, on a réinventé la publicité, le débat sur le débat climatique et social. On va maintenant réinventer la télévision gratuite avec un titre peut-être un peu provocateur ce matin, S'unir ou mourir. C'est peut-être pas aussi dramatique que ça. Mais en tout cas, c'est une manière de poser le débat. Pour en parler, donc sur scène ici à Paris, Delphine Ernotte, qui est la présidente de France Télévisions, qui a été reconduite pour un deuxième mandat l'an dernier. À distance, en vidéo, Claire Enders, qui est une des fondatrices du cabinet Enders Analysis, qui est un cabinet d'études sur les médias, qui fait référence en Angleterre et qui est consulté partout en Europe. Et le débat d'aujourd'hui a aussi une dimension européenne. Hein, et Claire parle français, donc elle pourra répondre aussi en français. Elle comprend tout ce qu'on dit d'ici et elle pourra répondre en français. Sur scène, Nicolas de Taverneau, qui est le président du directoire du groupe M6, et juste à côté de lui, Gilles Pélisson, qui est président directeur général du groupe TF1. Quand je regarde la télévision gratuite, je n'ai pas préparé de longue introduction, mais ça me faisait penser un petit peu à cette scène dans La Haine, où vous savez, on dit jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, et puis je me souviens plus la chute exactement, mais enfin le plus dur c'est l'atterrissage. Quand je rencontre les patrons des grands groupes de télévision gratuits, de la télévision gratuite, en général, quand ils ont un message à adresser au marché ou quand ils ont un message à adresser, c'est de dire plutôt on va bien, on a plutôt bien résisté, on a de l'audience, on n'est pas mort, voilà. Et en même temps, vous le savez bien, vous le savez tous, aujourd'hui il y a une forme d'inquiétude, que ce soit dans les médias d'audiovisuel publics comme privés, confrontés à la montée en puissance de Netflix et d'autres acteurs. Sur le thème, les frontières ont changé, les règles technologiques ont changé, les règles du jeu ont changé, et il faut qu'on s'adapte. Et une des solutions qui a été préconisée en France par ces acteurs, ça a été de s'unir, puisqu'il y a un projet de fusion entre TF1 et M6, qui va prendre un peu de temps avant éventuellement d'aboutir, mais qui est enclenché. Et c'est pour parler de ça et pour parler aussi de la stratégie de l'audiovisuel public à l'échelle française et peut-être à l'échelle européenne que je suis ravi de vous accueillir tous les quatre. Peut-être poser la question d'abord en préambule à Gilles. Ce que je disais, c'est finalement la télévision gratuite. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'elle ne va pas si mal que ça. Quand on regarde TF1, certes, il y a de la concurrence, mais il y en a toujours eu. Et finalement, vos résultats en termes d'audience, HPI l'an dernier, et puis je suis sûr qu'il y a des trucs qui marchent encore très bien tous les samedis soirs ou les vendredis. Le foot cette semaine sur M6 aussi a très très bien marché. J'ai l'impression que vous n'allez pas si mal que ça. Alors pourquoi avoir envie de fusionner ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, enfin, nous, on a posté, et je pense que c'était vrai aussi chez M6, des résultats au premier semestre qui ont plutôt surpris le marché, avec un très fort rebond, retour de la publicité, des annonceurs donc, qui ont fait confiance, et évidemment, après une année 2020 qui était assez catastrophique. Et c'est surtout, comme vous l'avez rappelé, la variété des genres et les différents paris qu'on a pu faire au fil des années, c'est-à-dire une consolidation de la fiction française qui, on était ensemble à La Rochelle, porte ses fruits avec des choses assez emblématiques. Le cinéma, le sport, le divertissement. On est passé maintenant à 3 soirées par semaine de divertissement quand on a Danse avec les stars, Koh-Lanta et The Voice. C'est du jamais vu. Et les Français répondent. Et c'est ça qui est quand même assez fantastique. De l'information aussi qui est construite, qui dans un monde de réseaux sociaux résiste formidablement bien. Marie-Sophie Lacaro à 13h fait quasiment mieux que Jean-Pierre Pernaut, ce qui était quand même un de mes grands défis, ou de nos grands défis au cours des dernières années. Et puis sur le 20h, on fait aussi la course en tête. Donc tous ces rendez-vous sont bien en place et sont plébiscités. Une évolution du replay et donc de l'utilisation en digital qui évidemment évolue et qui fait que finalement l'actionnaire Bouygues
lorsque on apprend la décision du groupe Bertelsmann de participer à une consolidation dans les différents pays d'Europe, et notamment sur la France, et avec la décision qui a été faite de dire on est prêt à céder notre participation dans M6, le groupe Bouygues se positionne en disant nous voulons être candidat, même si sur le papier c'est peut-être pas le candidat le plus facile parce qu'effectivement on est le leader, mais quelque part ça fait sens de pouvoir faire cette fusion entre les deux groupes, dont sans doute nos prédécesseurs avaient rêvé, enfin du coup, chez moi, mes prédécesseurs, mais qui font qu'à un moment, voilà, ça peut faire sens au nom à la fois du soft power à la française. On vient de parler beaucoup des États-Unis, mais à un moment, c'est quoi ce qu'on a envie de laisser à nos enfants sur les territoires de l'info, sur le territoire du divertissement, de la fiction, etc. On voit les Américains se regrouper, on voit les Américains raréfier, on pourra peut-être y revenir, leur contenu. Donc la bataille, elle est gigantesque. Bonheur pour les producteurs, et Dieu merci, on a créé un groupe de production avec Newen, on en profite un petit peu. Mais quelque part, il y a quand même des incendies qui commencent à s'allumer à nos frontières. Donc on a besoin de cette force, et ce que l'on dit souvent, c'est sur la France et la francophonie, on peut penser que nos groupes ont une carte à jouer très forte, parce que cette capacité à rassembler les Français, le lien social que crée la télévision, nous on le défend en disant voilà, on a un rôle que ne jouera jamais l'Internet. C'est pas pareil. La télévision fait partager des contenus, des émotions, du vivre ensemble. Et là-dessus, au niveau de la France et de la francophonie, on peut voilà. Et puis si demain vous imaginez qu'au-delà des contenus, il y aura beaucoup de technologie, il y aura beaucoup de data. On pense que là, en unissant un peu nos forces, enfin beaucoup nos forces, on arrivera à rester dans la course, à développer nos plateformes. Et si l'avenir est en partie à du streaming, ça fait sens de s'unir. Nicolas, peut-être pour compléter ce que vient de dire Gilles, sur en quoi justement les deux groupes sont complémentaires, et est-ce qu'une fusion avec un acteur différent qui vous ressemble moins finalement n'aurait pas eu plus de sens? Pourquoi ce mariage-là est celui qui fait sens selon vous? D'abord, je rappellerai qu'il y a eu une consolidation il y a des années que l'un des prédécesseurs de ma voisine de gauche avait fait, c'est France Télévisions. Il y avait des chaînes différentes, Antenne 2, FR3. Et à l'époque, la consolidation, on n'a pas reproché la consolidation de France Télévisions. Et je pense que Delphine est assez satisfaite des progrès qui ont pu être faits dans le service public grâce à cette consolidation. Donc Delphine, tu es un exemple pour nous. La deuxième remarque, c'est pas facile de s'associer avec son concurrent, même s'il est sympathique. Et donc, moi, ça fait 35 ans que je lutte pied à pied contre TF1. On a essayé de construire un groupe, ça n'a pas toujours été facile. Ce groupe, aujourd'hui, vous l'avez souligné, comme le groupe TF1 est en bonne santé, donc on s'en réjouit, sa capitalisation est bonne, ses résultats sont corrects. Les programmes qu'il met à l'antenne, nous en sommes satisfaits. La diversité était importante. Nous produisons beaucoup, pas assez, malheureusement. Ça, c'est la réglementation. Mais nous développons. Alors, premièrement, moi, si j'ai accepté de continuer un peu plus longtemps dans cet objectif, c'est que je suis absolument convaincu, comme les Gilles, que c'est la bonne solution. C'est la bonne solution parce que le temps s'accélère. Nous avons toujours su faire face aux mutations. On s'est adapté à la TNT, on s'est adapté au digital, on s'est adapté à l'arrivée des chaînes américaines en linéaire. Mais aujourd'hui, le temps s'accélère et nous avons besoin de plus de moyens pour investir. Plus de moyens pour investir, notamment dans le streaming, quand on sait que dans 4 ans, à peu près 40% de nos programmes seront regardés en non linéaire. Nous devons accélérer. Alors nous avons fait Salto ensemble, avec Delphine et avec Gilles. C'est plutôt un succès, mais c'est compliqué. C'est très compliqué parce que nous avons des règles de concurrence entre nous qui font que le streaming, qui est pourtant core business aujourd'hui de nos activités, c'est compliqué de les rassembler au milieu d'un climat de société concurrentielle.
Donc nous voulons aller encore plus loin, investir davantage dans le streaming, notamment dans la AVOD. C'est extrêmement important pour nous car c'est un nouveau moyen de consommer la télévision et que ceci nécessite des moyens tout à fait considérables. Nous savons ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui avec TV Now par exemple, les investissements considérables qui y sont faits. Nous devons investir en technologie de manière très importante et donc c'est la raison pour laquelle nous pensons que cette union qui est compliqué, c'est compliqué y compris pour les entreprises que nous sommes, en tant que on est programmé pour être concurrents. Eh ben, nous faisons l'effort de nous adapter pour ceci. Encore une fois, moi c'est une mission parce que je considère que non seulement c'est l'intérêt de mon entreprise, mais je pense que c'est l'intérêt du secteur d'avoir un acteur en audiovisuel français. Cet acteur français qui va investir davantage dans la création, va être plus efficace, va développer les contenus, un peu ce que nous avons fait chacun avec nos bouquets de chaînes et que nous allons rassembler. Voilà. Alors, quand on nous fait le reproche, mais vous êtes bien portant, c'est dommage, vous êtes bien portant. S'associer entre deux invalides, ça n'a jamais donné un bien portant. Voilà. Donc nous pensons que c'est justement parce qu'on est bien portant que nous devons faire cette opération. Une dernière remarque, je trouve que dans l'analyse qui est faite des situations, on n'a pas assez d'analyse prospective. Le monde va très vite. Et évidemment, on doit répondre à tout un tas de questions sur ce que nous avons fait, ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous devons être beaucoup plus prospectifs quand nous regardons que la publicité digitale a une croissance de 30 à 40%, que nous avons une croissance de 2%, je parle du marché. On voit bien qu'il faut aller plus vite. On le voit bien lorsque, et je l'en félicite, Media One fait un interview dans le JDD dans lequel il explique qu'une grande partie de ses commandes viennent des plateformes et des talents. Quand on voit qu'Omarcy vient de signer un grand accord avec Netflix, le temps nous est compté. Si nous ne voulons pas être marginalisés et faire des programmes de mauvaise qualité, chacun de notre sens, nous perdrons cette bataille. Alors, certes, nous nous attendons à des obstacles. Bon, on voit bien qu'il y a beaucoup... Moi, je suis assez content parce qu'il y avait beaucoup de candidats pour racheter M6. Voilà. Bah, j'ai préféré, avec nos actionnaires, on a préféré Gilles. C'était le plus séduisant. Voilà. Delphine, on ne pouvait pas. C'est dommage, mais bon, voilà. Mais la seule chose que je veux dire, ces candidats partisans de leur consolidation à eux, qui aujourd'hui font tout ce qui est possible pour que cette consolidation n'ait pas lieu, c'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal, donc c'est un très beau projet. Je pense qu'il mérite vraiment d'être soutenu et moi je suis relativement optimiste pour son résultat. Est-ce que la problématique est un peu la même, Delphine, dans la télévision publique, où même si vous vivez de la publicité, vous avez aussi la redevance, vous êtes déjà consolidé en tant que pôle du service public. Est-ce que cette logique a une forme de consolidation? Vous pensez qu'elle a, pour l'écosystème de la télévision, finalement, un sens, en disant d'un côté un grand acteur privé et d'un côté un grand acteur public? Est-ce que c'est la logique de l'histoire, parce que ça a prouvé déjà son efficacité chez vous? Alors déjà, deux éléments de réponse. Le premier, il est européen, parce que c'est vrai que je suis présidente de France Télévisions, mais aussi je préside l'Union des radios et services publics européens, l'UER, qui est une association très ancienne et qui a le mérite, je vous incite à les regarder, de publier des études assez fréquentes sur l'ensemble du secteur. Ce qu'on peut déjà dire en fonction des études que mène l'UER, c'est qu'au niveau européen, les acteurs que nous sommes, publics et privés, sont des nains face aux acteurs américains. Et que cet écart de valeur, je vous donne un chiffre, les 66 entreprises de services publics européennes pèsent en valeur 30 fois moins que les 10 géants de la tech. Et ce phénomène s'est accentué pendant la pandémie, où on a vu en effet les revenus publicitaires globalement stagner. La redevance qui finance le service public en France est en décroissance, en baisse, alors pas la taxe, mais ce qui est affecté aux entreprises de service public, alors que les plateformes OTT ont progressé de 34%. Donc voilà, la réalité c'est ça, c'est que les médias locaux sont des nains face aux géants américains. C'est quand même une donnée importante. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'on ne fait pas exactement le même métier. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la crise. Pour dire les choses simplement, je pense que les télés publiques et privées, les télés gratuites,
fabriquent du commun. Alors, chacune différemment, avec leur personnalité, avec d'une certaine manière leur marque, leur image, leur créneau, mais on fabrique tous du commun. Et c'est pas pour rien si, alors que tout le monde s'informe en permanence tous les jours sur les réseaux sociaux, les grands rendez-vous d'information sur le service public, mais aussi évidemment sur les télés privées, ont connu un boom absolument extraordinaire pendant la pandémie. Parce que quand il y a la crise, voilà, on se tourne vers ce qui est quand même le média de masse par excellence, la télévision. Et ça, c'est important à dire, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que les sociétés en France, mais partout en Europe, se fragmentent. La question de savoir si on veut avoir des médias qui continuent à fabriquer du commun, c'est une question politique au sens noble du terme. Une deuxième étude, pour rejoindre ce point-là de l'UER, montre une corrélation très forte entre la puissance des services publics dans les différents pays et la démocratie. Je peux vous citer quelques exemples. Plus l'audience des services publics est élevée, plus les citoyens ont confiance dans l'offre d'information. Donc voilà, la puissance implique la confiance. Plus l'audience des services publics est faible, plus les citoyens pensent qu'un régime autoritaire est un bon mode de gouvernement. Plus l'audience des services publics est élevée, moins les citoyens estiment que l'exposition à la désinformation est un problème dans leur pays. Bon, ça c'est pour les services publics. Je pense que globalement la télévision gratuite fait ce travail-là au sens large, au-delà du service public. Gilles, Nicolas, on fait tous ce travail-là de fabriquer du commun sérieusement tous ensemble. C'est pour ça que moi, en tant que service public qui défend une télévision qui fabrique du commun, je suis pour soutenir mes camarades dans ce métier particulier qui est le nôtre. Et c'est pour ça que je vois d'un bon œil quand Gilles et Nicolas se renforcent. Parce que je vais vous dire, c'est mon intérêt d'avoir des concurrents qui ont du succès. D'abord parce que ça stimule la créativité de tous, on se challenge. Gilles voit les fictions qui marchent chez nous et réciproquement, et on fait de même avec Nicolas, parce que c'est une émulation positive, parce qu'en dépit de cette émulation un peu quotidienne, on arrive à trouver des passerelles, et la preuve, on a réussi à fabriquer un objet commun qui est Salto, donc c'est une concurrence, mais ça n'est pas une opposition. Et on défend finalement, on défend la même catégorie. Donc c'est pour ça que je suis pour. Et puis la deuxième raison qui fait que je suis pour, c'est qu'en effet, c'est ce que vous dites, David, quand on a un grand champion privé, ça appelle un grand service public. Et donc j'y vois aussi un renforcement de ces missions qui sont essentielles, qui sont d'ailleurs propres au service public, la proximité, la présence dans tous les territoires, la place de l'information qui est absolument prépondérante chez nous, l'éducation, enfin bref, je ne vais pas vous faire la litanie de toutes les missions qui sont centrales chez nous et qui sont distinctives et qui sont importante, là aussi, pour fabriquer une société plus apaisée, peut-être. Merci à tous les trois. Je vais vous redonner la parole juste après, mais je vais interroger donc à distance Claire. Claire, vous nous entendez ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand de Londres, vous regardez nos débats, est-ce que vous vous dites que c'est des débats franco-français ou est-ce que c'est une problématique, finalement, qu'on voit aussi en Grande-Bretagne, qu'on voit dans d'autres pays ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, tous les commentaires qu'ont fait mes collègues français, eh bien, il y a beaucoup d'échos ici, dans le monde entier. Je voudrais vraiment évoquer quelques sujets parce que nous avons vécu une crise existentielle quand le nouveau gouvernement est venu et d'ailleurs tout le service public était en cause. Et je peux vous donner un sommaire de l'atmosphère des premiers 3 mois de 2020 avec Number 10 qui faisait la bataille contre la BBC et Channel 4 en particulier, mais les principes en général du service public étaient en déchéance. Et alors nous avons vécu des moments existentiels où la seule remarque que faisaient les responsables à Number 10, Don Cummings en particulier, qui voulait privatiser la BBC et Channel 4 à ce moment-là, c'était « laissez-les manger du Netflix ». Alors, moi, je dois vous dire que la campagne qui est cristallisée dans la fusion TF1-M6, c'est la même problématique que nous évoquons à l'heure actuelle avec Channel 4 et un projet de fusion avec Channel 5 qui date maintenant de 20 ans.
Et naturellement, il y a beaucoup d'autres prétendants à la main de Channel 4. Mais je vous dis que, et je vous évoque ça parce que tous, vous avez évoqué d'une façon tout à fait différente l'intérêt commun. Quel est l'intérêt commun? L'intérêt commun, c'est de faire perdurer le service public pour toutes les raisons qu'a évoquées Delphine. Et c'est beaucoup plus important que cela en France que cela est dans mon pays. Dans mon pays, ici, en Angleterre, enfin, le GB, parce que je suis résidente en Écosse pour ne pas mourir un Tory, mais, enfin, dans un territoire Tory, mais il y a un grand nombre de foyers en France, beaucoup plus importants qu'au UK, qui ne prennent pas la télé payante, pour toutes sortes de raisons. Dans mon pays, il y a seulement à peu près 15% de ces foyers, mais ils sont tous très typés et ils regardent énormément la BBC et Channel 4. Donc, de faire perdurer la qualité du service public, de faire perdurer des valeurs qui sont adoptées et magnifiées dans les services publics commerciaux. Par exemple, nous, Channel 5, est un service public qui fait encore plus que Channel 4 en tant que différenciation britannique depuis qu'elle a été achetée par Viacom, parce qu'elle a plutôt un checkbook blanc. Sky a développé une plateforme extraordinaire de 1,5 milliard à Elstree et investi des sommes extraordinaires, vient de lancer Sky Glass, un des produits les plus importants, et tout ça depuis qu'ils ont été achetés par Comcast. Donc il faut des moyens très importants. Et il faut des accès à des technologies globalement relevantes. Mais en ce qui concerne la France, comme ce qui concerne le UK, moi qui suis d'origine américaine, je dois le dire, mais ex-américaine, j'ai développé un nombre de memes, enfin d'idées, de concepts qui sont d'une importance capitale. La souveraineté culturelle, ça c'est quelque chose qui importe énormément aux téléspectateurs. L'universalité du free, ce que Delphine a évoqué, the public commons, la valeur de la démocratie, des services publics qui sont linéaires ou non linéaires, parce que vraiment chez vous, le non linéaire, broadcasting, c'est vraiment bidon. Il faut absolument développer ça, enfin je vous assure, ça c'est absolument le futur. Vous n'allez pas survivre, vous avez 2 années seulement pour développer le AVOD, autrement vous allez vous faire aplatir encore par les Américains. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est d'avoir l'échelle pour produire des programmes d'intérêt dans le marché et de garder en haut toute une vocation différente. Parce que quand vous voyez ce que fait Netflix, eh bien, c'est des drames, enfin, Disney+, drama, high-end drama. Et donc, nous avons des inflations terribles dans les coûts de production, comme vous allez les avoir aussi, parce que l'impact de Netflix, d'Amazon et de Disney dans votre marché, ça va être de hausser beaucoup au max et que tous les acteurs les plus merveilleux du monde, enfin, je parle de Omar Sy, ils vont devenir des dieux globaux. Donc, vous n'allez pas faire concurrence de cette façon-là, il va falloir innover. Donc, il faut absolument rationaliser votre marché. Tous les marchés en Europe, ils doivent avoir comme seul but de garder le service public qui est d'une valeur colossale pour le téléspectateur et qui ne peut pas se défendre contre les politiques qui adorent tout ce qui est subscription. Merci Claire, je vous repasserai la parole après. Non, donc Claire vous a donné en fait 2 ans pour vous réinventer avant de mourir. Un des reproches qu'on pourrait formuler à ce projet de fusion, c'est de dire que c'est peut-être un peu trop défensif, c'est-à-dire que c'est pas un projet offensif et que finalement vous vous retrouvez face à des géants tels que les a décrits Claire, qui de toute manière, sur le long terme, sont juste plus forts et vont finir par nous submerger. Est-ce que c'est juste une manière de retarder l'échéance? En quoi cette fusion peut être offensive et constructive, Gilles? Non, parce que je crois que ça rejoint ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que ce lien social, le commun, vous l'appelez comme vous voulez, quelque part quand on rassemble, vous l'avez dit, sur HPI, 4 soirées de suite, 10 millions de Français qui spontanément viennent, plus 25% de plus en replay, vous vous dites il y a un phénomène où on sait parler à nos concitoyens. Quand vous faites sur des journaux télévisés 6-7 millions de personnes qui viennent s'informer, mais tous les jours, qui est un phénomène totalement unique en Europe, on a une capacité dans nos rédactions, et c'est vrai aussi pour le service public, à attirer et à rassembler les Français sur ces centres d'information. Donc oui, bien sûr qu'il y a un côté défensif. Alors moi je voulais juste revenir un tout petit peu sur en quoi il y a une urgence à bouger, pour reprendre ce que disait Nicolas. La façon dont le marché est en train de se reconfigurer sur les droits, on n'en a pas tellement conscience, mais on le vit de différentes façons, mais
tout va dans le même sens. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une pression concurrentielle qui est très forte, mais il y a surtout cette notion des studios américains qui, pendant des années, pendant des décennies, ont fourni le monde entier en contenu. Ils commencent maintenant, et c'est plus qu'ils commencent, ils réservent leurs droits. Et donc, quelque part, ils assèchent le marché de différentes façons. Soit ce sont des refus de remettre sur le marché certains de leurs programmes. Nous, ça vient de nous arriver, on est dans une discussion avec Disney sur The Resident. Vous aviez adoré The Resident sur TF1, à un moment, non, finalement, il y a Disney+, il y a Star, finalement, on n'est pas sûr qu'on va vous donner la 4e saison. La raréfaction des mécanismes de reconduction dans des accords. On avait des accords, est-ce qu'on va les reconduire ou pas? Vous aviez adoré Captain America de Marvel le dimanche soir sur TF1, le deal Marvel va s'arrêter. Donc quelque part, on ne reconduit pas ces accords-là. Et puis petit à petit, des appauvrissements dans tout ce qui est droits qui sont cédés en tant qu'acteurs historiques, ça on le voit sur les holdbacks. Holdbacks sur vous parliez d'AVOD, vous parliez de SVOD. Quelque part, tous ces droits sur lesquels à un moment la télévision locale avait finalement un mot à dire, là on nous dit finalement on va faire de la codiffusion. C'est-à-dire, vous pourrez le passer, mais en même temps, il sera sur une autre plateforme. Oui, merci. C'est pas forcément pour ça qu'on va acheter des droits. Deuxième point, c'est ensuite le fait que la plupart des studios américains ont bien sûr construit leur stratégie, mais commencent à faire des output deals entre eux. Donc c'est Amazon qui s'allie avec Peacock. Vous avez vu cet été Sony qui fait un deal avec Netflix sur tous ses films. Donc ça veut dire que ce sont des géants, mais qui en plus s'allient. Acquisition de studios. Quand Amazon achète MGM Studios, la vieille Metro-Goldwyn-Mayer qu'on a tous beaucoup aimé, elle va tomber dans le giron d'Amazon, 8,5 milliards de dollars, et nous, par rapport à notre long process de validation, a priori en 6 mois, ça sera fait. C'est quand même Amazon qui se permet de mettre la main sur un studio américain de cette taille. Et puis dernière chose, dans la création des territoires locaux, alors là il y a 2 conséquences, et je voulais réinsister. Alors il y a le phénomène d'exclusivité des talents, c'est le fameux Omar Sy dont parlait Claire, mais il y a surtout le fait d'aller sur des nouveaux territoires. Et ça c'est la conséquence évidemment de cette raréfaction, c'est-à-dire qu'ayant atteint maintenant des seuils où ils sont à 200 millions d'abonnés pour Netflix, donc ils ont saturé quasiment le marché mondial, il faut maintenant aller sur d'autres territoires. Et on l'a vu arriver sur le sport, c'est ce qui nous est arrivé sur la Ligue 1 de football, on l'avait vu sur Roland-Garros, c'est ce qui est arrivé à Delphine sur Roland-Garros. Partage des droits, des fédérations ou des donneurs de droits, des ayants droit qui vont aller là où est l'argent et qui disent finalement je vais commencer à découper les lots. Et puis si jamais il y avait une plateforme qui pouvait se positionner et payer très très cher, Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit à petit c'est une exclusion du marché. Parce qu'à un moment, moi je dis, c'est comme au poker, celui qui a les poches les plus profondes en général, c'est quand même celui qui gagne. Et là, on est face à des gens qui peuvent mettre beaucoup d'argent sur la table, qui font monter le coût des productions. Alors on est tous coupables, parce que c'est vrai que quand on adore The Crown, quand on adore Jack Ryan, etc., quand on passe à 5, 6, 7 millions de dollars par épisode, quelque part, c'est vrai qu'on a du mal à revenir à une série française où il y a un budget par épisode de 600 ou 700 000 euros. C'est compliqué. Et donc nous, on va aller dans des productions, je pense que c'est pareil avec Germinal, nous on va faire Les Combattantes, on passe à 2,5 millions d'euros par épisode, c'est du jamais vu chez TF1. Mais quelque part, on est là-dedans. Donc il faut des cofinancements, et c'est là où effectivement dans la série L'Union fait la force, il est impératif de pouvoir s'unir, de pouvoir imaginer, parce qu'on a les moyens de le faire en termes de créativité, en termes effectivement de souveraineté, vous l'avez très bien dit, culturelle, de soft power. On a plein de choses à vendre sur la France, nous on y croit beaucoup, et c'est dans ce cadre-là qu'on se dit, oui, la bataille elle n'est pas perdue, mais si on n'a pas un certain nombre de moyens, on n'y arrivera jamais. Nicolas, sur est-ce que c'est défensif, offensif, un rapprochement? Oui, non, en appuyant ce que vient de dire Gilles, premièrement, on a des atouts, des équipes compétentes. Les 2 groupes ont des équipes très compétentes dans beaucoup de domaines, que ce soit l'information, le sport, le divertissement, le suivi de fiction. Chacun a à s'apprendre de l'autre. Et l'union de ces équipes fera un très beau groupe. Ça, j'en suis absolument convaincu. Pour les pratiquer comme concurrents au jour le jour, je connais leurs compétences. Et
pour connaître l'Europe, je sais qu'en France, nous avons des équipes extrêmement compétentes en audiovisuel. Ça, c'est le premier atout. Deuxième atout, la télévision, même si elle est substituable et elle a un taux de croissance qui est inférieur au digital, a de forts atouts auprès de nos clients. D'ailleurs, ils le disent. Et je pense que beaucoup d'entre eux voient d'un bon œil ce regroupement dans la mesure où ils ont intérêt... Les annonceurs, vous voulez dire? Pardon? Les annonceurs? Les annonceurs. Ils ont intérêt, c'est ce qu'a exprimé le patron de WPP, ils ont intérêt à avoir un groupe puissant télévision pour ne pas être contraints par la publicité digitale ou en tous les cas les grandes plateformes de publicité digitale. Donc deuxième atout, nous plaisons à nos clients. Troisième atout, nous avons des structures de production et des accords avec des producteurs qui peuvent être développés. Je rappelle que dans tous les exemples qu'a cité Gilles, il y a souvent une association entre la production et la diffusion. C'est un secret pour personne de savoir que pas mal de candidats au groupe M6 étaient des producteurs. Donc il va bien falloir qu'on rétablisse les ponts de manière positive entre la production et la diffusion. Et nous avons toujours choisi d'avoir une partie de production indépendante et une partie de production dépendante parce qu'il est important d'associer, y compris avec des producteurs extérieurs, dans de cadres d'accords longs. Nous l'avons par exemple avec le groupe Cabot. Faire des accords longs, c'est qualifié de production dépendante, mais au bénéfice mutuel des deux. Donc ça, c'est un troisième atout que nous avons. Quatrième atout souligné par Gilles, il a raison, le local. Nous savons ce que le téléspectateur français souhaite et il privilégie toujours le local. C'est évident dans le domaine de l'information, c'est évident dans le domaine du sport. Si je compare la performance de dimanche soir à dimanche après-midi en matière de finale ou de petite finale de la Coupe de football, mais c'est vrai évidemment dans la fiction. Quatrième chose, nous voulons être offensifs, on n'est pas simplement défensif. On ne peut pas à la fois nous reprocher en nous disant écoutez, vous allez mourir, c'est terrible, pourquoi faire ça? Et en même temps nous dire vous êtes tellement bien portants, pourquoi continuer ensemble? On est plein d'injonctions contradictoires. Nous disons nous sommes bien portants. Nous avons chacun deux entreprises qui fonctionnent bien. Nous disons simplement l'accélération du temps et les moyens nécessaires, comme l'a décrit très bien Gilles, dont nous avons besoin pour investir davantage en production et en distribution à travers le streaming, nécessite qu'on conjugue nos talents, comme l'avait fait brillamment Hervé Bourges avec France Télévisions. Il y a des tas d'années, ça n'avait pas suscité un tollé. Aujourd'hui, si vous aviez les chaînes séparées, France 2 qui ne discutait pas avec France 3, qui ne discutait pas avec... France 4, on peut discuter, mais avec France 5, il y aurait quand même un sujet. Bon, donc on a un groupe consolidé, on a des producteurs qui se consolident, personne ne dit rien, mais enfin on a quand même nous des gros producteurs. Hein. On a des titulaires de droits, quand vous discutez avec l'UEFA, c'est pas d'une simplicité biblique, hein, c'est quand même eux qui ont les droits, hein, et on parle... Bon. Et donc nous avons besoin de regrouper nos forces, non pas simplement dans un esprit défensif, mais comme l'a dit Gilles, pour investir plus d'argent dans des productions plus ambitieuses, pour acheter plus de sport, garder le sport. C'est très important de garder du sport. Regardez les audiences que font les différentes compétitions sportives sur nos antennes. Et si on n'a pas les moyens d'avoir la recette correspondante pour soumissionner à ce sport et qu'on s'étiole progressivement, on n'y arrivera pas. Dernière chose, l'intérêt du public aussi de bien coordonner nos chaînes. Nos chaînes, elles vont garder des spécificités. W9, ça ne va pas ressembler à TF1. Hein. Bon. Et M6 va garder sa spécialité. Simplement, il y a une chose qui s'appelle la circulation des œuvres, des achats en commun, des regroupements et une programmation intelligente. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre une fiction française contre une fiction française. Et tout ce travail-là va être très positif, non seulement pour les groupes qu'on défend, pour la production, mais également pour le public. Delphine, pour les groupes de services publics, comment est-ce qu'on peut devenir plus fort à l'échelle européenne? Est-ce qu'on ne va pas fusionner avec la BBC, mais est-ce qu'on peut enclencher vraiment davantage de mouvements de rapprochement, ou est-ce que la spécificité locale fait que finalement la complémentarité entre des services publics est limitée et il n'y a plus vraiment d'union possible pour les groupes européens des services publics?
Ah non, je pense qu'il y a beaucoup de coopération possible. Il y en a qui fonctionnent déjà depuis des dizaines d'années. Hein. Par exemple, sur l'info, il y a un News Exchange qui fait que toutes les rédactions des services publics peuvent échanger des sujets d'information. On a rajouté une couche sur le numérique, c'est que France Info en France est la première plateforme d'information. En particulier sur les moins de 50, hein, sur les jeunes publics. Et donc on a rajouté cette circulation de sujets d'information conçus par des journalistes de service public sur le numérique. Ça c'est très fort parce que c'est central, l'info sur les services publics. Il y a tout ce qu'on fait sur le sport, l'acquisition en commun de droits sportifs. Et là c'est toujours très compliqué parce que c'est un peu le dilemme du prisonnier. Est-ce que j'y vais tout seul en essayant de sécuriser des droits, ou est-ce que je prends le risque d'y aller à plusieurs? Mais je crois que voilà, il y a eu ces tentatives par le passé, mais là il y a une prise de conscience de l'ensemble des services publics que, comme le dit Gilles, l'union fait la force. Et puis enfin, il y a tout ce qu'on fait aujourd'hui sur les œuvres, sur les contenus. Il y a 3 ans, on a lancé, en prenant exemple sur ce que font les pays du nord de l'Europe, une alliance entre la ZDF et la RAI qui, ça y est, maintenant on va se voir sur les antennes. Germinal, dont Gilles parlait, c'est en effet une fiction agro-budget, tout à fait en dehors des budgets habituels de France Télévisions, mais qu'on a pu financer parce qu'on n'a pas financé seul, on l'a financé avec la RAI. Le Tour du monde en 80 jours, c'est la même chose, et on a des dizaines de projets qui arrivent. On est en train de monter ce même type d'opération sur les documentaires, sur les fictions à destination des jeunes publics. Donc là, il y a énormément à mettre en commun. Je prends l'exemple des pays du nord de l'Europe parce qu'ils sont absolument passionnants. Quand je dis le nord, c'est Norvège, Suède, Finlande, Danemark, qui ont pour une partie d'entre eux une communauté de langue. Hein. Ils comprennent, les Norvégiens comprennent le suédois et réciproquement, et puis ils parlent tous anglais. C'est aussi ça la grande différence. Ça fait plus de 60 ans qu'ils partagent leur contenu. Nous, on ne peut pas le faire en France parce qu'on a des droits que sur notre territoire. Donc moi, même si je le voulais, je ne pourrais pas donner mes fictions, même quand je les finance à 100%, hein, je ne pourrais pas donner mes fictions à mon voisin allemand. Donc c'est ça qui nous retient, d'où ce système de coproduction, de production ensemble. Et ça, honnêtement, ça décolle extrêmement fort. Donc je crois que fusionner les états-majors, tu fais référence à la fusion France 3, France 2, je peux en parler longuement, ça prend du temps. Et comme le dit très justement Claire, on n'a pas 3 ans. Elle a tout à fait raison. Hein, il faut qu'on mette le booster sur le streaming gratuit, en fait, hein, et tous ensemble. Et donc oui, je pense que la coopération, la collaboration entre services publics européens est absolument essentielle pour moi. C'est pour ça que je me suis engagée dans l'Union des télés publiques européennes. C'est pas pour faire du tourisme en Europe entre Bruxelles et Genève. Hein. C'est parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses et une partie de notre avenir et notre résistance de services publics tient dans ces coopérations. Claire, pour la télévision gratuite à l'échelle européenne, est-ce que the next step, la prochaine étape, ça va être de favoriser peut-être des fusions entre acteurs de différents pays? Est-ce que la logique, ça ne serait pas finalement de consolider véritablement à l'échelle européenne pour voir naître des groupes pan-européens? Est-ce que c'est ça le... Non, nous avons déjà vécu par cette étape, nous avons déjà vécu par des investissements aussi, par des acteurs européens. Il faut se rappeler que Berlusconi était acteur en France dans le passé. Donc nous avons eu tous les modèles et maintenant nous sommes vraiment dans une situation, je veux dire, défensive. Et justement, comme le disent mes collègues, pour perdurer et pour pouvoir arriver aux missions et objectifs que veulent les téléspectateurs eux-mêmes. Je dois vous préciser que vous êtes tous considérés chez nous comme des chaînes de service public parce que vous êtes réglementés de façon de service public. Donc quand je parle de Channel 4 ou de ITV, ce sont des chaînes de service public. La BBC est une chaîne qui appartient au gouvernement et Channel 4 aussi, mais nous avons même des missions de service public chez Sky. Et donc nous sommes un pays qui fait perdurer notre souveraineté culturelle, notre capacité d'exportation, l'impressionnante mesure de nos industries de production, etc., justement en amplifiant la valeur de notre culture entre nous. Et je dois dire que sans l'aide du gouvernement et du tout, parce qu'ils s'en foutent comme de l'an 40,
et veulent qu'on se vende comme 51e État aux États-Unis. Tous les 3 minutes, quand Trump arrivait, c'était « Ah non, il faut vendre tout aux USA, etc. » Donc, mais je voulais aussi vous préciser une autre chose. Vous savez très bien, et vous le dites tout le temps, et je regarde vos résultats à tous depuis très très longtemps. Je suis désolée, j'écris en anglais tellement dense, c'est comme un anglais sublime, c'est comme un français sublime. Je suis désolée, c'est pas à la portée de beaucoup de Français, mais je connais vos résultats. Et donc, toutes vos sociétés, elles peuvent perdurer, elles sont viables. Mais ce qui compte, c'est l'ambition, c'est d'aller encore beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je regarde des fusions au UK de Channel 4, Channel 5 ou de ITV, etc., avec un grand intérêt potentiel, parce que je vois la possibilité de Channel 4 d'aller vendre des produits un beau jour, quand elle cesse d'avoir son état actuel, aux USA, aux streaming giants, aux AVOD. Et puis une autre précision, le rebondissement de la pub, c'est parce que l'année passée, c'était bidon. Mais aussi parce que le stimulus fiscal a été tellement impressionnant dans tous les pays de l'Europe. Et nous voyons des résultats tonitruants, Channel 4, 13% de hausse l'année après. Bon, un beau jour, ces stimulus fiscaux, elles vont se buter contre la réalité de l'utilisation des jeunes. Chez nous, moins de 40 ans, ils ne regardent plus, sauf sur les streaming services. Bien sûr, ils regardent la BBC et Channel 4, etc. Mais je vous assure, c'est leur habitude qui est allée vers le streaming. Et donc, si vous mettez des services publics sur le streaming, ils vont trouver des revenus. Je vous donne un exemple. Channel 4 va, cette année, prendre 20% de ses revenus du numérique AVOD, donc du AVOD. OK ? Et bon, ça c'était rien il y a 6 années. Mais il faut le voir tout de suite. Il faut absolument avoir les droits aussi, absolument les droits pour mettre vos programmes facilement dans ce secteur et puis de vraiment élargir aussi rapidement que possible l'habitude de regarder vos programmes sur le AVOD. Parce que les publicitaires, un beau jour, même en France, ils vont préférer d'avoir les cibles. Et donc, nous avons vu, ça c'est la tendance absolument dynamique du marché naturellement beaucoup plus évolué, du UK qui a 30% en plus, d'ampleur de plus que la France, parce que naturellement, les sauvages ici, ils dépensent un argent fou sur n'importe quoi. Mais je vous dis, vous avez 3 années au maximum pour faire cette transition technologique et absolue vers le AVOD. Parce qu'il y a le Pluto, il y a le Peacock, il y a tous les services AVOD qui vont arriver. Et comme vous le dites, ils ont tous les droits. Merci Claire. Peut-être pour conclure tous les trois sur justement votre stratégie d'accélération dans le streaming, que ce soit Salto ou d'autres options, comment est-ce que vous pouvez faire dans les 2 ou 3 années qui vous restent avant d'être éventuellement balayé pour véritablement faire la différence sur le streaming? Il nous reste 5 minutes, donc soyez, si chacun veut prendre la parole. Je crois que on détient tous les trois la magie sur Salto. Voilà, Salto et comme l'a dit, je crois que c'était Nicolas ou Delphine, se développe. On y croit. Ensuite, il va falloir réinventer certainement le modèle parce que, alors si la fusion se fait, forcément que Salto aura un actionnariat un peu différent de celui d'aujourd'hui. Si la fusion se fait pas, il y a un petit risque qu'elle se fasse pas quand même. On verra tous les trois comment on perdure et on poursuit Salto. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est formidable dans ce qu'on a créé en 5 ans là chez TF1, c'est à la fois de creuser et d'affiner sur certains genres le sociétal, dans la création du lien, on le voit sur la fiction. On est allé sur des territoires qui souvent sont des territoires de quasi-service public. Le féminicide, la prostitution adolescente, là récemment avec Fugueuse, ou qui sont des territoires nouveaux et sur lesquels effectivement en tant qu'acteur local, je pense qu'on sait parler aux Français de façon totalement pertinente avec des producteurs. Je retiens également le fait d'avoir constitué un groupe de production. On a racheté 7 à 8 sociétés européennes et une société canadienne dans les dernières années pour créer Newen, qui fait un groupe à peu près de 400 millions d'euros aujourd'hui de production. La fertilisation croisée entre les producteurs européens est phénoménale. On fait pour Apple Plus Liaison avec Vincent Cassel et Eva Green. C'est une combinaison entre 2 sociétés, une société française, une société anglaise. On arrive en tant qu'Européens
à sortir ces projets-là, etc. La semaine prochaine, je serai au Canada. On a Blue Spirit qui fabrique des dessins animés, qui est une des grandes sociétés, un studio de dessins animés. Il y a 250 personnes à Angoulême. On a 100 graphistes à Montréal. On a racheté une société de production de films de télévision, de TV Movies, qui est Real One, qui est basée à Montréal également. On l'a racheté, elle faisait 50 films par an, on doit être à 90 films. On exporte également dans le monde entier. Donc je pense que, comme on le disait tout à l'heure, on a des savoir-faire dans nos équipes qui ne demandent qu'à être développés et que donc face à la télé segmentée avec la VOD, face à pouvoir parler à nos clients, leur proposer des moyens, mais surtout tout ça commençant par du contenu, on est très bien armé. Et moi, c'est là où je dis la bascule dans le streaming, on peut l'envisager. Il faut des moyens technologiques, il faut des moyens de data, mais au-delà de ça, je pense qu'on a tout à fait les moyens de le faire. Delphine, sur l'avenir du streaming pour les services publics? Alors pour le service public, nous, notre ambition, c'est d'être le roi du streaming gratuit, hein, évidemment. Pour ça, ça implique plusieurs choses, de continuer à augmenter les investissements qui sont dédiés au contenu propre à certaines cibles de public qu'on n'adresse plus vraiment avec les chaînes traditionnelles. C'est ce qu'on fait, mais en effet, moi je suis d'accord, il y a une question de timing et de vitesse d'exécution de ça. Il y a évidemment le fait que France.tv soit au standard du marché sur l'interface et que ça soit une offre de destination, hein, pas une offre pour regarder uniquement le direct ou de rattrapage, mais avec des contenus spécifiques. Ce qu'on a fait par exemple en cette rentrée avec des propositions sur le cinéma, des films qu'on ne voit pas forcément sur les antennes linéaires, mais qui sont des vraies propositions éditoriales pour tous les gens qui viennent sur France.tv. Et puis dernier point, parce que ça me semble important, il y a tout ce qu'on doit faire nous, et il y a tout ce qui nous échappe. Et dans le streaming, il y a quand même une chose qui nous échappe de plus en plus, c'est l'accès au streaming. Donc aujourd'hui, on est présent sur les France.tv est présent sur les téléconnectés. Parce qu'on arrive correctement à négocier avec les stores, d'être présent sur les téléconnectés. Je ne sais pas demain comment ça va se passer, c'est la jungle, hein, ça, cet espace-là. Or pour moi, c'est l'avenir de l'interface télé. On est présent chez les opérateurs, mais un peu à leur bon vouloir, parce que le streaming gratuit, c'est quand même en concurrence avec leurs offres payantes. Et donc on est dépendant du bon vouloir d'un tel ou un tel pour exister en tant qu'offre de streaming chez les opérateurs. Et ça, avec mes petits bras, je ne vais pas y arriver toute seule. Donc là, on a besoin, là aussi, d'être assez solidaire et de commencer par s'occuper des intérêts, de nos intérêts nationaux. Je pense que Netflix n'a pas trop de problèmes pour être chez SFR, Orange, Free & Salto, on pourrait en parler, et nos propres offres gratuites également ont beaucoup de difficultés. C'est là que, franchement, ça va pas. Et ça, c'est plutôt d'ordre réglementaire. Donc, on a des actions à mener pour être présent. Parce que l'OTT pur, aujourd'hui, ça suffit pas. Ça suffit pas à exister suffisamment. On a besoin d'être présent au travers du téléviseur, connecté derrière une box ou directement via Internet. Merci Nicolas. Un mot de conclusion. On a dépassé de 2-3 minutes. Il nous reste 1 minute. Non, je dirais que c'est un projet, ce projet de fusion, c'est un projet enthousiasmant. On voit que c'est la dimension des investissements qui est très importante pour arriver à faire une offre de qualité. L'offre d'ailleurs, c'est moins en streaming qu'en distribution, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons offrir en distribution à travers à la fois les réseaux managés et l'OTT. C'est ça la grande bataille. D'ailleurs, Delphine a raison de souligner que le rapport de force n'est pas forcément celui qu'on indique, c'est-à-dire que même conjugué TF1 M6, nous avons en face des grands distributeurs qui sont indispensables. Il y en a un qui a oublié de mettre les numéros sur la télécommande, donc on voit bien que le monde évolue très vite, et c'est la raison pour laquelle, si nous ne voulons pas disparaître à la fois dans le monde des contenus, mais également dans le monde de la distribution, il faut qu'on ait un rapport de force qui nous soit plus favorable que celui qu'on a aujourd'hui. C'est ça le sens de notre activité. Et l'une des raisons pour lesquelles moi je me suis engagé dans ce projet, c'est que certains des partisans qui voulaient racheter M6 ont en fait c'était pour le démembrer.
Moi, je n'ai pas travaillé 34 ans pour qu'on vende par appartement. Par exemple, nous avons des sociétés de production qui réussissent très bien, notamment SND dans le cinéma. Nous avons des sociétés dans les programmes de flux qui fonctionnent extrêmement bien, y compris d'ailleurs pour des tiers que nous avons créés. Moi, ce n'est pas pour les voir partir du groupe M6. Donc, c'est un ensemble cohérent que nous voulons fusionner avec le groupe TF1. Et je pense que nous aurons, par rapport aux challenges qui sont dits, et notamment aux challenges du streaming, mais le streaming, nous, on a une population qui est un peu plus jeune en matière de télévision. Donc, nous sommes challengés sur le streaming. C'est pour ça que dès 2008, nous avons investi, c'est pas un monde qu'on découvre aujourd'hui, nous avons investi dans ce streaming. On veut accélérer parce que ça fait partie intrinsèque de notre métier. Il n'y a pas du linéaire et du non linéaire, et c'est pour ça que, comme le soulignait justement Gilles, la bataille des droits est essentielle. Et en face de nous, nous avons plutôt des règles protectrices de ceux qui peuvent se montrer quelquefois sceptiques sur la fusion que des règles protectrices pour nos activités à nous. Merci à tous les trois, merci à Claire en direct de Londres. Merci à tous d'avoir suivi cette matinée de débat. On a une courte pause et pendant la pause déjeuner, on vous propose de la projection d'un film qui s'appelle Marcher sur l'eau, qui est un documentaire de Aïssa Maïga. Et Yves Darondeau, son producteur, sera aussi là juste après la projection pour débattre avec vous. Donc une petite pause et séance cinéma. Merci à toutes et à tous. Thank you.